recherche pour le mémoire. Et donc, je me suis basée sur le modèle d'un essai contrôlé randomisé. Donc, un essai contrôlé randomisé avec un groupe contrôle et un groupe test. Donc, la population qui a été ciblée, c'était une population de patients hémiplégiques, donc du centre Jean Calvé de Berck, où je faisais mon stage, en phase subaiguë de leur AVC, c'est-à-dire qu'ils étaient entre 3 semaines et 6 mois après leur accident vasculaire cérébral, et que la spasticité ait été cotée à au moins 1+, sur l'échelle modifiée d'Ashworth. Donc, l'hypothèse de travail, elle a découlé de la littérature, et nous avons proposé une hypothèse que les ondes de choc diminuaient la spasticité des fléchisseurs plantaires et augmentaient la mobilité passive de la cheville des patients hémiplégiques. Donc, pour ce qui concerne la mobilité, 2 tests ont été utilisés. Donc, le test d'Ashworth, comme il a été dit, et l'échelle de Tardieu. Donc, pour la population, j'insiste, la technique d'onde de choc nécessite des critères d'inclusion et des critères d'exclusion qui sont relativement précis. Donc, dans notre cas, les patients hémiplégiques suite à un AVC en phase subaiguë, avec une spasticité du triceps sural au moins à 1+. Pour les critères d'exclusion, donc là, dans le cadre du protocole, uniquement afin d'être le plus fiable et le plus reproductible et le plus clair possible sur la population, et que surtout que l'effet mesuré ne soit dû que à l'application de l'onde de choc et pas autre chose. Donc c'était une variation prévue de la dose médicamenteuse ou du traitement antispastique, une injection de toxine botulique de moins de 3 mois, des troubles cognitifs majeurs et mineurs, ou bien les contre-indications à la technique d'onde de choc que nous allons voir tout de suite. Donc, pour les contre-indications à la technique, il y a le problème des traitements anticoagulants, un problème d'hémophilie, puisque les ondes de choc pourraient générer des hématomes, le port du pacemaker, un syndrome douloureux régional complexe, du matériel d'ostéosynthèse ou l'ostéoporose. Et c'est pas écrit, mais il y a également un traitement corticoïde prolongé. Donc, pour le protocole en lui-même, il y a d'abord nécessité d'avoir le consentement libre et éclairé du patient, donc via un formulaire. Ensuite, il y a une randomisation informatisée, afin de répartir ma population au sein d'un groupe contrôle ou d'un groupe expérimental. Et donc l'assignation au sein de ces groupes n'a été levée qu'au moment de débuter le protocole. Donc elle a été faite par une personne extérieure, donc Antoine notamment, qui m'a transmis la levée de l'assignation au dernier moment. Une fois l'assignation faite, il a été réalisé un bilan initial, donc sur le patient. Le bilan a été fait pour un patient le même jour, à la même heure, dans la même position, afin d'être le plus reproductible possible. Donc, le bilan a été fait par un évaluateur extérieur, donc la cadre du service de neurologie du centre Jean Calvé de Berck, elle réalisait une échelle de Tardieu, pareil, dans une position absolument reproductible et standardisée, et elle réalisait également l'échelle modifiée d'Ashworth. Ensuite, il y a eu l'application du protocole. Donc, le protocole était défini comme 3 sessions d'onde de choc par semaine pendant 3 semaines, avec, pareil, des positions d'application de la technique standardisée. Donc, une fois la première séance d'onde de choc réalisée, nous avons de nouveau réalisé notre bilan intermédiaire, donc après la première séance. Au terme des 3 semaines, donc des 9 séances d'application d'onde de choc, un bilan final par le même évaluateur, par la cadre du service, puis ensuite la mesure des échelles de Ashworth et de Tardieu. Donc, pour le protocole d'application d'onde de choc plus précisément, c'est bien 9 séances réparties sur 3 semaines. Au niveau du calibrage de la machine, on a calibré la machine à demi-coup. L'application se faisait au niveau de la jonction lantamineuse, donc c'est défini selon l'étude de Bae en 2010, avec une intensité de 0,03 millijoules par mètre carré, donc ça c'est selon l'étude de Santa Mato en 2013, la fréquence à 10 Hz et la pression à 2,5 bar. Ça c'est pour le calibrage de la machine. Donc, pour l'application de la technique, comme vous pouvez le voir, le patient était allongé sur la table d'examen, en latérocubitus du côté non lésé,
avec donc, la position de la jambe bloquée contre l'abdomen du kinésithérapeute et l'application au niveau de la jonction myotendineuse. Pour les résultats de l'étude, il y a eu 23 patients enrôlés, 15 patients ont été exclus à cause des contre-indications liées à la technique, des contre-indications ou des refus. 8 patients randomisés, ce qui fait donc 4 patients dans chaque bras du test. Il n'y a pas eu d'intervention discontinue, il n'y a pas eu de perte de vue. Tous les patients ayant commencé le protocole ont fini le protocole. Donc, pour l'étude et les résultats plus précisément. Il n'y a pas eu de différence significative en intergroupe. Entre le groupe contrôle et le groupe expérimental, au cours des 3 sessions de bilan, il n'y a pas eu de résultats significatifs. Il n'y a pas eu de différence significative en intragroupe, sauf pour une seule des données que vous avez sur le graphique ci-contre. Donc, au sein du groupe expérimental, pour l'échelle modifiée d'Ashworth, au niveau des gastrocnémiens, on a fait également la distinction gastrocnémien solaire. Donc, les bilans étaient faits en extension ou en flexion de genou. Donc vous pouvez constater qu'on a quand même une amélioration des résultats au sein du groupe expérimental ainsi qu'au sein du groupe contrôle, mais de façon un peu plus importante, mais non significative. Alors, il en est de même donc, pour l'échelle de Tardieu. Donc l'échelle de Tardieu comporte deux mesures, donc le score X et l'angle Y. Donc pour les résultats ci-contre, vous pouvez constater que nous avons eu une évolution au cours des 3 séances bilan, donc T0 le bilan initial, T1 le bilan intermédiaire après la première application, et T2 au terme des 9 séances. Donc il y a eu un gain au niveau du score X qui donc a diminué au cours des séances, et l'angle Y qui lui a été diminué également au cours des séances, excusez-moi. Pour le ressenti des patients, concernant cette technique, le ressenti des patients a été plutôt positif. Ils ont évoqué, au fur et à mesure des applications d'ondes de choc, une baisse en fréquence et en intensité de la spasticité. Toutefois, je vous avertis, ce n'a pas été quantifié, c'était au cours de simples échanges oraux. Pour la pratique clinique, donc, il n'y a pas de preuve scientifique étant donné que les résultats de l'étude sont non significatifs. Et il faut également faire remarquer que le ressenti de ce patient aurait mérité d'être quantifié. Encore plus donc par des questionnaires de qualité de vie ou bien des épreuves fonctionnelles. Ce qui a manqué à l'étude, c'était justement de quantifier l'impact qu'avait cette probable diminution de la spasticité sur le patient. Est-ce que ça l'a aidé à plus facilement se mettre en charge ou bien à marcher? On aurait pu mettre en place un test de décimètre, malheureusement tous les patients n'étaient pas marchands, c'était compliqué. On a également pensé mettre en place un EMG de surface qui aurait permis de mesurer donc, le réflexe H et le rapport donc, H sur F pour voir au niveau du muscle la réactivité et l'impact qu'auraient eu les ondes de choc à ce niveau-là. Mais c'est très compliqué à mettre en place et ça nécessitait des moyens matériaux et humains qui étaient difficilement mobilisables en aussi peu de temps. Alors, concernant les données récentes que j'ai pu donc trouver dans la littérature, les questions restent en suspens sur les mécanismes d'action. Donc, comme vous le savez, les ondes de choc ont 3 mécanismes d'action, du moins 3 lieux d'action. Elles ont tout d'abord des actions mécaniques, des actions chimiques et des actions donc, sur l'arc réflexe. De façon générale. En neurologie, et donc dans le cadre de la diminution de la spasticité, on ne connaît pas encore précisément les mécanismes d'action, bien que certaines études, notamment celle de Marinelli en 2014, évoqueraient que les ondes de choc ont plutôt un effet en périphérie, donc sur la défibrose du muscle qui est hypertonique, et non pas sur les niveaux supraspinaux. Santamato, lui, en 2014, a justement validé, en fait, a réalisé donc, le protocole à peu près similaire à celui qui a été réalisé pour mon mémoire, et a mesuré à moyen et long terme les effets des ondes de choc radiales sur la spasticité du triceps sural, justement, de patients hémiplégiques chroniques, il me semble, et a obtenu des effets significatifs jusqu'à 3 mois. Donc, le quatrième aspect qui pourrait être très intéressant et qui pourrait être
analysé l'action de la toxine botulique, qui est à l'heure actuelle le traitement majeur de lutte contre la spasticité, par les ondes de choc. C'est... Antoine, j'ai un doute. Quel auteur? Alors, je n'ai pas mes notes, mais je pourrais vous le redire. Justement, un auteur a proposé de potentialiser donc, les effets de la toxine botulique avec les ondes de choc. Il a donc réalisé un essai contrôlé randomisé sur une population relativement importante, de mémoire plus d'une soixantaine de personnes, en double aveugle. Et les résultats donc, de cet essai attestent que le groupe qui a reçu la toxine botulique avec les ondes de choc a de meilleurs résultats d'un point de vue mobilité, d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue diminution de la spasticité que le groupe n'ayant reçu que les ondes de choc. Donc, la technique mérite quand même d'être encore éprouvée, d'être encore validée, d'être encore testée. À l'heure actuelle, la littérature est plutôt faible sur le sujet. J'ai pu relever une trentaine d'articles maximum, sachant que cette année, il y en a beaucoup qui sont sortis. C'est quelque chose qui commence à se développer. L'application doit être très protocolisée. Il faut faire très attention aux indications et surtout aux contre-indications de la technique. Et d'autres études méritent d'être menées sur le mécanisme d'action des ondes de choc.